Bonjour à tous. Je suis très honoré de parler devant vous aujourd'hui. Un tout grand merci à Karine Janssen de me donner cette occasion prestigieuse de m'exprimer sur la confiance, comme elle me l'a demandé. Alors, mesdames et messieurs, le lieu commun le plus répandu sur la confiance consiste à dire que sans confiance, aucune société n'est possible. C'est un lieu commun partagé tant par les grands auteurs de la tradition philosophique que par les sociologues, les économistes, les juristes, les politologues, bref, par toutes celles et ceux qui, directement ou indirectement, dans leur théorie ou leur pratique, ont affaire avec le lien social. Et pourtant, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que nous assistons en ce moment même, sous nos yeux, à la mise en place progressive, petit pas par petit pas, d'une société sans confiance. Par société sans confiance, je ne veux pas dire que c'est une société où il y aurait de plus en plus de méfiance, où les gens seraient de plus en plus méfiants les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis des institutions et du monde en général. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est une société qui n'a plus besoin de confiance, une société qui peut se passer de la confiance pour fonctionner. Une société tout à fait inédite, donc, qui démentirait ce lieu commun ancestral sur la confiance. Comment cela est-il possible? Tout d'abord, permettez-moi de dire quelques mots sur la confiance elle-même. C'est d'autant plus indispensable que malgré l'importance que tous lui accordent, elle n'a pas bénéficié de l'attention théorique qu'elle mérite, car très peu de théoriciens se sont donné la peine de la définir, alors même qu'ils reconnaissent implicitement son importance centrale. C'est là un très étrange point aveugle des théories de la société qui m'a beaucoup interpellé dès le départ de mes travaux sur la confiance. D'une manière générale, je dirais ceci. La confiance est quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus englobant que ce à quoi on la réduit généralement. D'une part, on a tendance à la réduire à une relation entre des personnes, et d'autre part, à la lier à des situations de risque plus ou moins aiguës, comme lorsque l'on achète une voiture d'occasion, c'est l'exemple favori des économistes, ou lorsqu'on engage une baby-sitter. Mais justement, je pense que la confiance est beaucoup plus large que cela. On ne pourrait pas engager la moindre de nos actions si nous n'avions confiance dans le monde qui nous entoure. S'appuyer sur ce pupitre, être assis sur ces chaises, marcher sur le sol, suppose la confiance dans la stabilité du pupitre, la solidité de la chaise ou la fermeté du sol. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelle que soit l'action que l'on entreprend, nous devons toujours supposer que les choses avec lesquelles nous interagissons vont se comporter d'une certaine manière. En agissant, nous lions tout ce qui nous entoure, choses, personnes ou institutions, à des comportements attendus. On ne pourrait pas jouer au football si on ne pouvait s'attendre que le ballon se comporte d'une certaine manière quand on tape dedans. Si l'on ne pouvait compter sur le comportement attendu de ses coéquipiers ou de ses adversaires, ou sur telle ou telle organisation pour organiser une compétition équitable. Autrement dit, à chaque fois que nous agissons, nous parions sur des attentes de comportement. En étant assis sur cette chaise, je parie qu'elle va soutenir mon poids, sans quoi je ne m'assiérai pas. C'est pourquoi, sans entrer dans plus de détails, je définis dans tous les cas la confiance comme étant un pari sur les attentes de comportement. À chaque fois que nous agissons, nous parions sur le fait que les choses vont se comporter d'une certaine manière. On ne pourrait pas faire 100 mètres en voiture si l'on ne pouvait s'attendre à la manière dont les autres usagers de la route vont se comporter. Pari sur les attentes de comportement, donc. Cela vaut pour les choses, son réveil matin, le ballon de football que j'évoquais tout à l'heure, pour les personnes, son médecin, les passants dans la rue, ou pour les institutions.
Et je parle d'un pari, c'est bien d'un pari qu'il s'agit, parce qu'on ne peut jamais être sûr que les choses vont se passer comme nous l'attendons. Une attente est toujours une attente, et elle peut être déçue. La clé que je mets depuis 15 ans dans la serrure peut un jour se casser, l'ami de 30 ans peut me trahir, la justice peut condamner à tort. Vous voyez là pourquoi la confiance n'a pas à être limitée à la seule relation entre les personnes, ni à l'existence de certains risques aigus. Nos actions les plus banales, les plus quotidiennes et routinières dépendent nécessairement des attentes de comportement qui y sont associées. Elle n'est donc pas reliée à un type d'action liée à des risques spécifiques, mais à toutes les actions sans exception. Les situations à risque n'étant qu'un cas particulier parmi toutes les actions que nous entreprenons nécessairement et tout le temps, en tant que nous sommes simplement dans le monde. Autrement dit, la confiance est ce dans quoi nous séjournons. Avant d'être relation au risque, elle est relation au monde. Même si cette relation au monde comporte toujours une part de risque, puisque par définition, les attentes peuvent toujours être déçues. Les relations entre les personnes ne font naturellement pas exception. Aucune vie sociale ne serait possible si nous ne savions ce que nous pouvons attendre les uns des autres. Si les enfants ne pouvaient compter sur leurs parents, si l'employeur ne pouvait compter sur l'employé, et réciproquement, si vous ne pouviez en ce moment même compter sur mon comportement et moi sur les vôtres. Nous sommes en permanence pris dans un réseau d'attentes de comportements réciproques qui fait que la vie sociale est simplement possible. Cette confiance interpersonnelle qui fait que fondamentalement nous devons pouvoir compter les uns sur les autres pour pouvoir vivre et agir dans le monde, c'est-à-dire savoir à quoi l'on peut réciproquement s'attendre, cette confiance est le lien social élémentaire. Elle est la force de liaison originaire qui fait que les humains sont capables de former une communauté et pas simplement de s'agréger comme des grains de sable. C'est la force de ce lien immatériel qui fait qu'effectivement, il n'y a pas de société possible sans confiance. Toutefois, cette force de liaison élémentaire qu'est la confiance, qui lie nécessairement les comportements des uns aux comportements des autres, met en évidence un étrange paradoxe, qui est le paradoxe de la condition humaine elle-même. C'est que ce qui unit nécessairement et le plus fondamentalement les humains entre eux, à savoir cette relation de confiance telle que je l'ai définie, ce qui donc fonde l'ordre social lui-même, repose ultimement sur une relation d'incertitude, puisque les attentes de comportement sur lesquelles chacun doit pouvoir compter peuvent toujours être déçues. Il est impossible d'agir sans confiance, puisque toute action la présuppose, mais du coup, toute action est fondamentalement placée sous le signe de l'incertitude, puisqu'une attente de comportement n'est jamais causalement assurée. C'est cela qui caractérise la fragilité et la vulnérabilité de la condition humaine. C'est la raison pour laquelle les humains ont de tout temps cherché à stabiliser et à consolider leurs fragiles conditions. Ils l'ont fait dans toutes les dimensions de leur relation au monde. Ils l'ont fait en sécurisant leur environnement physique, se protégeant contre toutes les conditions de vie externes. Ils l'ont fait en stabilisant leur vie sociale, imposant des règles de civilité et des règles de droit qui permettent de savoir ce que l'on doit attendre les uns des autres dans la société, mais aussi des règles économiques qui fixent les règles des transactions matérielles entre les individus. Ils ont inventé des institutions qui forment un cadre stabilisateur des comportements à l'échelle d'une société et au-delà. Bref, innombrables sont les stratégies inventées et instaurées au cours de l'histoire humaine pour faire face aux incertitudes constitutives du monde que nous habitons et qui font que nous ne sommes pas dans le monde comme un verre est posé sur la table,
mais entretenons avec lui une relation de confiance dont la nature est de pouvoir être déçue. Dans chacune de ces stratégies, il s'agissait de stabiliser le monde que nous habitons afin de pouvoir y séjourner durablement et s'y épanouir. Or, récemment, est apparue une nouvelle stratégie de stabilisation de notre relation au monde. Une stratégie qui fait rupture avec tout ce qui a été connu à ce jour. Je veux parler de la volonté de stabilisation de notre relation au monde par la technique. Avec l'emprise croissante du numérique sur nos existences sociales, s'est fait jour la volonté, au début vague et incertaine, mais de plus en plus affirmée, de réguler nos comportements par la technique. C'est là quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire de la technique, donc dans l'histoire de l'humanité, au point qu'on a certainement de la peine à évaluer à leur juste mesure les conséquences anthropologiques et sociétales de ce tournant majeur. La technique a bien évidemment toujours été présente, à des degrés de pénétration et de sophistication divers dans les sociétés humaines. Mais avant l'intrusion phénoménale du numérique à laquelle nous assistons depuis 20 ans, la technique avait toujours été au service de notre manière d'habiter le monde, ou nous servait simplement à accomplir certaines choses dans le monde. La technique, même très sophistiquée, était instrumentale au sens qu'elle aidait à accomplir les buts de l'existence humaine, tant au niveau individuel que social ou qu'à celui de l'espèce. La technique, prolongement de nos capacités physiologiques, mentales et corporelles, était au service de la vie humaine en tant que telle. Et c'est précisément parce que la technique a toujours été au service de l'existence humaine que l'évolution numérique actuelle semble être en continuité avec cette longue histoire de l'évolution humaine. Après tout, du silex au silicium, ce ne serait jamais que la même histoire qui se poursuit. Mais cette apparence de continuité masque en réalité une rupture dont je pense que nous peinons encore à prendre la mesure. Car le numérique n'est pas seulement une technique plus performante, plus sophistiquée, plus efficace que les précédentes. Elle est aussi d'une autre nature. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de toutes les technologies jusque-là, le numérique est une technologie du rapport au monde. Le numérique modifie notre rapport au monde d'une manière qu'aucune technologie jusque-là n'a pu, ni même jamais envisagé, de faire. Le numérique ne permet pas seulement de faire quelque chose dans le monde, ce que toutes les technologies ont servi à faire. Il modifie notre rapport au monde lui-même. Par exemple, on avait inventé le train, l'automobile, l'avion, ce qui avait créé de grands bouleversements dans les déplacements individuels, dans le commerce, la stratégie militaire, etc. Ces inventions ont certes eu un impact sur nos comportements et nos sociétés, c'est l'évidence même, mais elles n'ont pas affecté notre rapport au monde en tant que tel. Or, le numérique s'empare de ce rapport au monde lui-même en interposant dans tous les domaines de l'existence, entre l'individu et le monde. Il s'interpose entre l'individu et le monde. Le numérique est en train de devenir sous nos yeux la médiation obligée avec le monde. Cela veut dire que dans de plus en plus de domaines de la vie courante, la vie professionnelle, relationnelle, familiale, sociale, nous devons d'abord passer par le numérique pour accomplir nos actions. Nous devons d'abord passer par des machines et obéir à ce qu'elles attendent de nous. Mettre un mot de passe, son code, cliquer ici, cliquer là, sous peine d'échec, c'est-à-dire sous peine de ne pas parvenir à obtenir ce que nous voulons. Pour obtenir ce que nous voulons,
nous devons entièrement épouser la rationalité du système, c'est-à-dire nous devons nous conformer à ce que les machines anonymes, programmées par d'autres, attendent de nous. Les conséquences de ce passage obligé par le numérique, qui s'est immiscé dans nos existences à bas bruit, c'était d'abord le retrait d'argent, puis les achats, les réservations, les inscriptions, la gestion des données professionnelles, la communication par les réseaux sociaux, et le Covid, évidemment, a immensément accéléré tout cela. Les conséquences, donc, de ce passage obligé par le numérique sont immenses, tant au niveau anthropologique que politique ou sociétal. Je ne peux pas les détailler ici, mais globalement, je dirais que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est au remplacement de nos relations naturelles avec le monde, avec les choses, les personnes, les institutions, par des relations à des dispositifs techniques. Il y a substitution de la relation technique aux relations naturelles. C'est pour cela que le numérique est une technologie de la relation au monde, comme aucune autre technique ne l'a été jusqu'ici. Pour avoir accès au monde, accès à des biens, des services, des personnes, des institutions, nous devons passer par le portail numérique qui, par conséquent, configure notre relation au monde parce que c'est lui qui conditionne la réussite ou l'échec de la moindre de nos actions. Par sa fonction de médiation avec le monde, d'intermédiaire obligé, le numérique paramètre nos conditions d'accès au monde. Parmi les innombrables conséquences dont est porteuse cette évolution massive, j'aimerais en souligner une, qui renvoie justement au problème de la confiance que j'évoquais à l'instant. Quelle est l'influence de cette généralisation du numérique à tous les domaines de l'existence sur les relations de confiance que nous entretenons avec le monde? J'ai montré tout à l'heure pourquoi nous devions considérer la confiance, phénomène englobant toutes nos relations au monde, pourquoi elle devait être considérée comme ce dans quoi nous séjournons. Et par conséquent, aussi, pourquoi elle devait être considérée comme le lien social élémentaire qui nous unissait les uns aux autres. J'ai indiqué ensuite combien cette dépendance à la confiance plaçait la condition humaine sous le signe d'une incertitude fondamentale. Puis j'ai montré comment l'être humain a inlassablement cherché à surmonter cette incertitude fondamentale en inventant une foule de dispositifs techniques, sociaux, institutionnels pour assurer une plus grande stabilité de cette condition. Et voici donc qu'apparaissent des outils numériques qui s'imposent de plus en plus comme des intermédiaires obligés de notre rapport au monde. Ne peut-on dire par conséquent, ne pourrait-on dire par conséquent que le numérique ne fait que continuer cette tendance à stabiliser notre rapport au monde, en nous offrant cette fois un moyen particulièrement performant pour le faire? Le numérique n'est-il pas ou ne serait-il pas une pierre majeure dans l'aspiration humaine à stabiliser sa condition, en réduisant partout où c'est possible l'incertitude qui lui est inhérente? La substitution tendancielle de relations techniques aux relations naturelles, que j'indiquais comme étant l'évolution massive de notre temps, n'est-elle pas le meilleur moyen pour surmonter la fragilité de notre condition? Eh bien, je ne le crois pas. Je crois plutôt que cette véritable colonisation de nos existences par le numérique, à laquelle nous assistons, est de nature non pas à stabiliser notre fragile condition, mais à la transformer profondément, à la dénaturer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous les dispositifs numériques que nous connaissons et qui, il est vrai, sécurisent chacune de nos actions, tous ces dispositifs, donc, ne renforcent pas les mécanismes de confiance, mais les remplacent. Par quoi les remplacent-ils? Par la sécurité, précisément. Le numérique est un immense dispositif technique qui est traversé par une exigence de sécurité. Les concepteurs des dispositifs numériques cherchent à atteindre une sécurité maximale de leurs dispositifs, sans quoi on ne les utiliserait pas. Mais de même,
Les utilisateurs attendent légitimement de tous ces outils qu'ils soient sécurisés. C'est une évidence. Par conséquent, tous les acteurs du numérique partagent cette exigence de sécurité dont on peut dire qu'elle est une valeur immanente à la technique elle-même. Toutefois, il y a dans cette exigence sécuritaire, bien légitime, bien compréhensible, il y a dans cette exigence sécuritaire un glissement fatal qui me semble d'autant plus pernicieux et dangereux qu'il est précisément inhérent au développement de la technique elle-même. Ce glissement, c'est celui qui tente à substituer progressivement à toutes nos relations de confiance une relation technique de sécurité. Si l'on admet en effet que le numérique devient, dans tous les domaines de l'existence, l'intermédiaire obligé des individus avec le monde, alors on est obligé aussi d'admettre que dans tous ces domaines de l'existence, la sécurité technique remplace les relations de confiance dont j'ai montré quelle était la marque spécifique de la condition humaine. Laissez-moi vous donner quelques exemples et je me fie à votre imagination pour en trouver une foule d'autres par vous-même, tant ce phénomène me semble au cœur de la nouvelle relation que le numérique nous fait entretenir avec le monde. Regardez ce qui se passe dans notre vie courante, avec tous les achats, réservations de restaurants ou de vacances et toutes les facilités de ce genre que permet désormais Internet. L'idéal qui guide tous ces dispositifs est qu'à peine ai-je exprimé un désir ou une volonté, celle-ci est prise en charge par le système qui l'exécute de manière automatique. C'est le principe même du fonctionnement du numérique, répondre aux désirs, et pas seulement marchands, au plus vite, au mieux, au plus efficace, et les exécuter de manière optimale, avec le moins de sources de déception possible. Le système numérique permet, à un degré jamais atteint, la satisfaction des intérêts immédiats des individus, et ce, par des processus de plus en plus automatisés. Tout est fait pour abolir tout jugement, toute distance réflexive, toute épaisseur mentale entre le désir et sa satisfaction. Et donc, tout est fait pour pouvoir éviter d'avoir recours à des mécanismes de confiance. En conséquence, il ne faut pas s'y tromper. Contrairement à ce que suggèrent les discours lénifiants sur le numérique de confiance, ça c'est le leitmotiv de la Commission européenne par exemple, qui, à travers une foule invraisemblable de textes, veut créer un numérique de confiance. Mais il ne faut pas s'y tromper. Le transfert de confiance vers le médium technique ne renforce pas la confiance, il la contourne, il ne l'augmente pas, il la remplace. En substituant la technique aux relations naturelles, on crée un monde de relations automatiques très différent du monde naturel. Mon deuxième exemple, très emblématique de ce que je vais vous montrer, est celui de l'introduction il y a quelques années des monnaies virtuelles, dont le Bitcoin. Il est très intéressant de voir que dès l'origine, les concepteurs du Bitcoin ont conçu cette monnaie pour ne plus devoir faire confiance aux divers acteurs économiques. Ils le disent explicitement. La monnaie traditionnelle, la nôtre, l'euro par exemple, qu'on appelle justement une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qui repose sur la confiance. Donc cette monnaie traditionnelle repose, disent les concepteurs du Bitcoin, sur la confiance que chacun doit avoir dans les banques centrales, dans la politique de crédit, dans les processus de paiement, dans l'honnêteté des partenaires de la transaction, etc. Tout un réseau de confiance. Tout cela est facteur d'incertitude et apparaît donc comme un inconvénient. La confiance est un inconvénient du point de vue économique. Devoir recourir à la confiance est un inconvénient économique, autant donc s'en passer et éviter de devoir y faire recours. C'est le principe du Bitcoin. Des milliers d'ordinateurs ayant tout vérifié, toute transaction est parfaitement sûre. Plus exactement, toute fraude deviendrait tellement coûteuse que plus personne n'y a intérêt. Résultat, la confiance naturelle liée aux échanges est remplacée par une sécurité technique à toute épreuve. Et ce qui est vrai pour le Bitcoin est vrai pour toutes les blockchains
en général, les processus naturels de confiance y sont tout simplement rendus superflus. J'ai indiqué plus haut comment, eu égard à la fragilité de la condition humaine en général, les techniques, les régulations, les institutions ont toujours eu pour fonction de stabiliser les attentes de comportement à l'égard de notre environnement matériel, humain et institutionnel. Chacun de ces dispositifs renforçait la confiance, sans l'éliminer. Avec le numérique, on bascule dans un tout autre monde. Un monde où tout ce que l'esprit humain peut souhaiter et qui est techniquement atteignable serait immédiatement pris en charge et exécuté à la plus grande satisfaction de l'utilisateur et de la manière la plus sûre possible. C'est là l'horizon d'une société automatique, où chacun attendrait que le système le satisfasse. Dans ce monde qui se dessine, le système est appelé à remplir la fonction que chacun attend de lui. Le système est appelé à remplir la fonction que chacun attend de lui. Ce n'est plus le système qui attend quelque chose de nous et qu'on remplisse la bonne fonction, comme de la division du travail, par exemple, qu'on connaît tous, c'est le contraire. Chacun attend du système qu'il remplisse la fonction que lui, la personne, attend de lui. Et le système est ainsi fait qu'il en est désormais techniquement capable, sans nulle part faire intervenir cet inconvénient de notre condition qu'est la confiance. Une fois accordée la confiance générale dans le système, mais en réalité on n'aura pas le choix puisque le numérique s'installe comme intermédiaire obligé entre l'individu et le monde, eh bien le système prend en charge et exécute le désir de manière quasi automatique. Dans ce monde de satisfaction immédiate, chacun devient l'administrateur de son propre bien-être, le fonctionnaire de sa propre satisfaction. C'est ce que j'appelle une société automatique. Une société où, d'une part, chacun se conformera à ce que des dispositifs numériques attendront de lui. Dans le monde du travail, par exemple, songeons à tous les process qu'on doit suivre au travail. Dans le monde des loisirs, dans le monde des relations, des échanges, etc. Et où, d'autre part, chacun attendra des dispositifs numériques qui le satisfassent au plus près de son désir du moment. De ce monde, la confiance est éliminée, au profit de relations purement techniques et automatisées. Évidemment, je force le trait. Le monde que je dessine là est une extrapolation, c'est-à-dire une exagération à partir de ce que nous connaissons déjà. Mais les facteurs et les forces qui y poussent sont dès aujourd'hui très puissants. Et nous les voyons agir sous nos yeux. Je citerai 3 de ces facteurs, les plus importants qui poussent en direction de cette société automatique. Premièrement, de toute évidence, l'immense force de frappe et la volonté littéralement sans limite des géants du capitalisme numérique qu'on a vu naître il y a une vingtaine d'années, qu'on connaît tous, et dont l'intérêt le plus immédiat est de coloniser intégralement la Terre, l'espace et les esprits par la technique. Leur appétit titanesque, joint à leur capacité technique, réduit à l'impuissance tout ce qui pourrait leur opposer des limites, règlements, lois, États ou unions d'États comme l'Europe. Deuxièmement, le deuxième facteur qui conduit vers la société automatique, et c'est peut-être le facteur le plus important, c'est que les utilisateurs, vous et moi, y trouvent leur compte. Le numérique accomplit effectivement des choses formidables. Il apporte effectivement plein de satisfaction et exécute efficacement nos désirs les plus variés. Ce système technique est libidinal, au sens où il procure effectivement des satisfactions de toute espèce, dans les domaines les plus divers. Il plaît, on s'y attache, il est pratique et confortable, au point qu'on n'imagine plus guère pouvoir s'en passer. Cette dimension libidinale de la technique numérique est le facteur essentiel dans son extension planétaire. Enfin, troisième facteur, c'est que le système parvient à procurer cette immense quantité de satisfaction grâce à la segmentation
de plus en plus fine des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il est capable d'identifier de plus en plus précisément les besoins de chacune et de chacun. Le système numérique s'étend par fragmentation, c'est-à-dire en profilant ses utilisateurs. Et vous savez le rôle que jouent les profils dans tout le système. Il profile ses utilisateurs pour pouvoir répondre le plus précisément possible à leurs demandes. Encore une fois, pas seulement commerciales. Or, cette fragmentation veut simultanément dire une perte du commun, une perte de solidarité et de fraternité, qui apparaissent comme des valeurs bien désuètes face à cette organisation technique du monde. La cohésion sociale, pour laquelle vous travaillez tant, est menacée à la racine. Les valeurs qui animent votre souci du lien social apparaissent désormais bien fragiles face au déferlement numérique qui les menace toutes. Force de frappe économique et technique, attachement libidinal des utilisateurs, profilage de ceux-ci pour les satisfaire au plus près de leurs demandes. Ce sont là des forces redoutables qui contribuent, comme les forces tectoniques comme des forces tectoniques dans leur lente progression, qui contribuent donc à l'avènement d'une société automatique. La société qui se profile à l'horizon est une société qui pourra désormais se passer de confiance, puisque tout y sera réglé par un immense système fonctionnel, libidinal et automatique. C'est en ce sens que le numérique dessine l'horizon d'une société sans confiance. Je l'ai dit, cette société est encore une extrapolation, mais j'espère vous avoir fait sentir qu'elle n'est néanmoins pas une pure vue de l'esprit, puisque les forces qui y contribuent sont réellement à l'œuvre, sous nos yeux, en ce moment même. La substitution progressive de relations techniques aux relations naturelles est une tendance lourde de la société qui vient, et elle porte en germe l'idée d'une société automatique, c'est-à-dire sans confiance, en contradiction avec l'adage que je mentionnais au début, selon lequel il n'y a pas de société sans confiance. Dans cette perspective, puisque vous vous consacrez à la cohésion sociale, qui est le cœur de votre action, j'attirerai l'attention sur le fait que des objectifs de cohésion sociale, dès lors qu'ils sont formulés en termes d'intégration économique et juridique, c'est-à-dire de lutte contre la pauvreté et pour l'accès aux droits fondamentaux, de tels objectifs, qui sont évidemment un socle nécessaire pour une vie sociale décente, ne suffisent cependant pas à créer une vie authentiquement humaine au sein de la société. Formulée dans des termes quantitatifs, la lutte contre l'exclusion sociale devient un objectif chiffrable, objectivable. Elle est donc gérable techniquement. On peut déterminer un seuil économique de pauvreté et garantir administrativement l'accès aux droits, et cela de manière purement technique, chiffrée, quasi automatique. Voici par exemple comment se définit la stratégie de l'Union européenne. Je cite ici un texte de 2010. Je cite : « La stratégie 2020 de l'Union européenne, approuvée durant le Conseil européen de juin 2010, a parmi ses objectifs la cohésion sociale. L'objectif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale y est exprimé en termes de réduction du nombre de personnes confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale, définis sur la base de 3 indicateurs qui permettent également de monitorer la situation. Risque de pauvreté relatif, privation matérielle sévère et ménage à faible intensité de travail. La Belgique a l'ambition d'ici 2020 que 380 000 personnes cessent d'être confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale par rapport à l'année de référence qui était 2008. Les États sont invités à élaborer des plans d'action nationaux. » Fin de citation. Ce texte relate la stratégie de l'Union européenne en matière de réduction de la pauvreté.
que les États et les administrations sont en charge d'exécuter. À le lire, on ne peut manquer de penser à ce qu'Alain Supiot appelle la gouvernance par les nombres, qui consiste à appréhender les questions en termes quantitatifs sur la base d'indicateurs ad hoc. C'est ce que font tous les jours la Banque mondiale, l'Union européenne et tous les États, qui sont tous incités, en guise de politique sociale, à satisfaire des indicateurs. Du coup, on s'adresse à vous, comme à des exécutants de missions chiffrées. Je n'ai évidemment pas l'expérience concrète de votre travail, et je ne sais pas dans quelle mesure cette gouvernance par les nombres reflète votre quotidien. C'est à vous de le dire. Mais ce que je peux dire, d'une manière générale, c'est que la gouvernance par indicateur est aussi une manière de ne pas faire confiance aux agents locaux chargés de mettre en œuvre une politique sociale. Parce qu'on ne leur demande pas, par exemple, de mobiliser leurs compétences intellectuelles et relationnelles pour donner une vision qualitative des conditions de vie de leurs compatriotes en difficulté, ni de décrire ou de satisfaire leurs attentes, ou de concevoir ou imaginer ce qui pourrait les satisfaire, mais de mettre en œuvre des objectifs chiffrés. Du coup, votre public cible est lui aussi objectivé dans cette démarche, ce que traduit dans le texte que je citais la volonté de monitorer des situations de pauvreté. Votre fonction est donc, elle aussi, menacée par la gestion algorithmique du social. Les objectifs chiffrés sont certes nécessaires dans une société aussi complexe que la nôtre, mais ils ne sont pas suffisants pour créer de la cohésion. D'une manière générale, il faut donc répéter que l'intégration technique, c'est-à-dire le fait de faire tenir ensemble une société uniquement par une gestion technique de ses membres, une telle intégration ne crée pas par elle-même de la communauté, de la solidarité ou de la cohésion sociale. Elle opère une intégration purement fonctionnelle où chacun vit dans sa bulle, tout en faisant simplement partie d'une grande machine qui définit les attentes de comportement des uns et des autres. Lutter économiquement contre la précarité et pour accorder l'accès aux droits fondamentaux est strictement compatible avec une gestion technique de la société qui n'est cependant pas suffisante pour faire société. C'est pourquoi la vigilance nous impose d'être très attentifs non seulement à ce que, sous prétexte de rationalisation technique, nous faisons et qu'on nous fait faire, mais aussi au vocabulaire que nous employons pour le décrire. Le vocabulaire exclusivement quantitatif, chiffré, objectivant, est la porte ouverte à la gestion algorithmique du social. La gestion algorithmique du social, de son côté, se nourrit de l'idéal technique d'une société automatique, gouvernée par des experts, société sans confiance, société qui n'a plus besoin de confiance pour fonctionner, parce que chacun entre dans la case que lui accorde le système qui se contente de gérer techniquement la coexistence des cases entre elles. La question qui vient alors naturellement à l'esprit, précisément parce que l'esprit n'est pas encore réduit à un pur fonctionnement automatique, est celle-ci. Que faire ? Que faire pour enrayer cette automatisation de la société, qui la déshumanise, de toute évidence ? D'une manière générale, je pense que nous devons être beaucoup plus vigilants sur ce que nous faisons et sur ce que nous acceptons passivement. L'Union européenne est en ce moment même, mais quand je dis en ce moment même, c'est en ce moment même, ils sont en train de siéger à Bruxelles sur cette question. L'Union européenne est en ce moment même en train de mettre sur pied un portefeuille d'identité numérique qu'elle veut introduire à l'automne 2023 pour les 500 millions de citoyens européens, dans une précipitation et une irréflexion proprement consternantes. C'est une mesure qui échappe complètement à tout débat dans la société civile, alors même qu'elle va impacter nos vies comme aucune autre jusqu'ici.
créant toutes les conditions pour établir en Europe un modèle chinois de gestion du social. C'est tout simplement stupéfiant. Mais en ces matières, la simple vigilance ne suffit pas. Il me semble qu'il faut travailler dans 3 directions simultanément que j'indique rapidement. Premièrement, au niveau individuel, je viens de le dire, la vigilance de chacune et chacun, la prise de conscience qui doit nous alerter de ces évolutions profondes qui se dissimulent dans les nombreux petits changements qui finissent par coloniser notre existence. Je suis quand même effaré de la passivité, de la facilité, voire du ravissement et surtout de l'irréflexion avec lesquelles est acceptée la colonisation progressive de notre monde par le numérique. Et plus généralement, la dictature du chiffre qui prévaut dans toutes les dimensions de la société. Deuxièmement, à un niveau plus générationnel, il faut repenser l'éducation des jeunes générations, par où je n'entends pas seulement l'éducation scolaire, mais tout ce qu'une société transmet à ses membres, tout ce qu'elle valorise. Je parle d'une véritable éducation de l'esprit, où l'on devrait par exemple apprendre aux nouvelles générations que la performance n'est pas forcément la valeur suprême, que l'harmonie peut être supérieure à la concurrence, que la réussite individuelle doit passer par l'épanouissement relationnel, toutes choses que la colonisation numérique et l'empire du chiffre font passer à l'arrière-plan. Enfin, au niveau plus global, mais cela nous concerne moins ici, je pense qu'il est absolument indispensable de créer une institution qui soit véritablement à la hauteur des enjeux que pose l'évolution numérique de nos sociétés. Il n'est tout simplement pas normal que ce soit les géants privés du numérique qui aient en main l'avenir de nos sociétés, tout simplement parce qu'elles se sont appropriées les capacités techniques de façonner nos existences sociales. Il est donc indispensable de recréer de l'intelligence collective dans ce monde purement fonctionnel qu'eux-mêmes dessinent. Seule une action collective peut agir au niveau global qui est le leur, et une action collective requiert une institution pour s'exercer. Vigilance et prise de conscience individuelle, éducation, institution, tels sont, à mon sens, les 3 piliers minimaux d'une reprise en main de notre avenir numérique. J'ai essayé de le montrer. Le déploiement actuel du numérique est en train de réaliser le paradoxe, encore inimaginable il y a quelques années, d'une société qui fonctionne sans confiance, c'est-à-dire qui a remplacé des relations fondamentalement marquées par l'incertitude par des relations techniques de sécurité. Communauté, solidarité, fraternité, confiance, toutes ces valeurs relationnelles s'effacent progressivement dans ce grand ensemble géré par des algorithmes, un ensemble potentiellement sans limite, puisque l'intégration technique peut se faire par-delà toutes les appartenances culturelles. Par conséquent, ici, dans votre secteur, tout entier dédié à ce beau nom de cohésion sociale, la vigilance nous impose de préserver l'humanité du monde humain, un monde où la confiance ne serait pas un inconvénient à éviter, mais la condition même d'une existence épanouie, avec et pour les autres, dans des institutions justes, comme le disait naguère le philosophe Paul Ricoeur. Il faut ajouter aujourd'hui, au vu de la récente évolution numérique et algorithmique de notre société, que la justice des institutions ne peut se résumer à une efficacité distributive optimisée par la gestion des données. La cohésion sociale, que sape jour après jour l'emprise du numérique et l'emprise du chiffre, ne peut s'obtenir par une intégration purement technique. Parce que oui, l'adage dit vrai, il n'y a pas de société authentiquement humaine, il n'y a pas de cohésion sociale sans confiance. Veillons donc à la préserver.